Bon, salut à tous, nouvelle petite vidéo non préparée, cette fois pour enfin faire le débriefing de l'élection présidentielle, enfin tout du moins du premier tour. Je décide de le faire que maintenant histoire de potasser un petit peu des trucs dans ma tête et de vaquer à mes occupations, histoire de le faire à tête un petit peu plus reposée. Voilà. Bon, première chose, l'abstention, 26,31%. C'est pas autant qu'en 2002, mais ça reste un chiffre élevé. 26,31%. C'est beaucoup. À mon avis, le fait que, malgré les têtes qui changent, les politiques menées soient toujours dans la même orientation, ça n'est pas pour rien. Le fait que Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron et des politiques qui, sur un plan socio-économique, soient dans la même lignée, ça doit pousser des gens à s'abstenir, à laisser tomber. Oh, de toute manière, ils sont tous pareils, ils font toujours la même chose. À chaque fois qu'on en élit un autre, à chaque fois qu'on veut changer de tête, ah bah il fait comme les autres. Donc ouais, moi je m'en fous, je laisse tomber. Ma famille, mes amis, mon boulot, mes occupations, je vais me recentrer là-dessus, je laisse tomber la politique, de toute manière, touche pourrie, etc. Voilà, ils doivent sortir ce genre de discours, déçus, dépités, du coup, bah, ils s'abstiennent. Il y a aussi quelques-uns qui votent blanc et nul. Parmi les suffrages exprimés, donc vote nul 0,67%, vote blanc 1,51%. Donc même si la protestation, on va dire, du choix zéro passe surtout par abstention, ça peut aussi passer par ça, même si ça reste assez minoritaire. Bon, on va quand même considérer que ouais, le taux de suffrage exprimé sur celui des inscrits est est assez faible, quoi. L'abstention est un petit peu inférieure à celle donnée par les sondages, mais elle reste élevée quand même. Malgré la mobilisation de dernière minute qui, on le verra, s'est fait surtout pour un candidat. Parlons-en d'ailleurs de ce candidat, Mélenchon. Troisième. Encore une fois, aux portes du second tour, mais exclu de ce dernier. Avec un écart encore plus serré qu'en 2017. En 2017, il était à 1,72% du second tour. Là, cette année, il est à 1,2%. Il était assez bas durant la campagne. Sur le dernier mois, il s'est mis à monter. Puis dans la dernière semaine, ça s'est affolé. Pendant le scrutin, au début, il était aux alentours de 20%. Il a gagné 2% pendant le dépouillement. Rien que pendant le dépouillement, il a gagné 2%. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que son électorat est très volatile. C'est un électorat indécis qui se mobilise en dernière minute et ce qui provoque des variations de score importantes sur des durées courtes. Déjà, on peut dire ça. Ensuite, Mélenchon, dès le début de la campagne, il était donné en tête parmi toutes les forces de gauche. Du coup, il a sûrement profité du vote utile. Un certain nombre de ceux qui auraient pu voter Poutou, Artaud, Roussel, Jadot, voire Hidalgo, auraient pu voter Mélenchon au nom de l'union de la gauche pour avoir un candidat de gauche au second tour au nom du vote utile. Le vote utile a sûrement joué dans son score. Et ça, on le voit très bien dans... On va très bien le voir par la suite. Là, je vais revenir un petit peu plus tard. Alors, la faiblesse de l'écart, ça fait que du côté militant France Insoumise, ils avaient ressenti beaucoup d'animosité pour les militants envers les militants d'autres forces de gauche, notamment du PCF. Ils étaient nombreux à reprocher au PCF d'avoir torpillé Méluche. Ils sont nombreux à avoir accusé le PCF d'avoir empêché Méluche d'accéder au second tour. Mais qu'on se le dise,
Ceux qui votent toujours PCF, et dans une moindre mesure NPA, lutte ouvrière, c'est des gens qui ne veulent pas de Mélenchon. Si ces gens continuent à voter pour ces formations malgré le phénomène de vote utile, c'est qu'ils ne voulaient pas de toute manière de Mélenchon. Parmi ceux qui votaient Fabien Roussel, PCF, c'est des gens qui sont de gauche radicale mais réformiste, donc d'une certaine manière encore un petit peu modérée, qui étaient horripilés par Mélenchon, qui ne supportaient pas son caractère, ses sautes d'humeur. Ils avaient peur qu'avec lui au pouvoir, il y ait un risque de dérive autocratique. Ils ont peur éventuellement de ses... Ils lui reprochent aussi éventuellement ses changements de ligne, ses revirements. Bref, il y a un certain nombre de personnes qui, par rapport au revirement, au louvoiement de ligne politique ou concernant la personnalité de Mélenchon, on préférait voter Roussel. Et alors la personnalité, c'est quelque chose de très important dans l'élection présidentielle française, vu que cette élection est très personnelle. Le président a beaucoup de pouvoir, c'est un monarque républicain, donc forcément qu'on va beaucoup regarder la personnalité de celui qui est élu. Si celui qui est élu a tendance à faire des crises de colère où il dit « ma personne est sacrée, la République c'est moi », alors qu'il parle de faire une 6e République plus parlementaire, bah c'est un peu contradictoire, quoi. Mélenchon, là, le moment où il avait pété un câble avec l'affaire des perquisitions, la République c'est moi, ma personne est sacrée. Ça, c'est des sorties qui sont complètement contradictoires avec son projet de 6e République. Ça fait qu'à mon avis, il y a des gens qui s'en sont souvenus et qui, du coup, n'ont pas voté pour lui. Bref, ceux qui votent Roussel, c'est des gens qui ne voulaient pas de Mélenchon de toute manière. Ceux qui votent Poutou ou Artaud, c'est des gens qui veulent un programme plus radical que Mélenchon. Parce que Mélenchon, quand on regarde le programme, bon, c'est, on va dire, de gauche social-démocrate radicale, mais c'est pas, on va dire, fondamentalement anticapitaliste. C'est encore moins révolutionnaire. Donc bon, ceux qui votent Poutou ou Artaud, c'est des gens qui veulent plus de radicalité. Et ceux qui ont voté pour eux, bah, ils voulaient pas non plus de Mélenchon. S'il n'y avait pas Roussel, Poutou, Artaud, les électeurs qui ont voté pour eux, ils seraient fort probablement abstenus. Ils n'auraient pas forcément voté Méluche. Ça aurait pu faire trop de couleuvres à avaler pour eux. Donc je pense pas qu'il faille leur reprocher. Je pense pas qu'il faudrait leur reprocher que Mélenchon ne soit pas au second tour. Bon, d'ailleurs, moi, j'ai voté Artaud. C'était pas vraiment un choix de conviction dans mon cas, c'était un choix, on va dire, par défaut par rapport à mes convictions. C'était un choix du moins éloigné. Mais bref, dans mon cas, c'est un peu particulier, je me réfère à la précédente vidéo. Mais bon, j'avais vraiment du... c'était pas une véritable adhésion, mais c'était par rapport à l'aspect, on va dire, révolutionnaire, parce que moi, je suis communiste révolutionnaire, même si je suis un gros nacio, Voilà, donc j'ai voté Artaud. Le vote utile, moi, depuis le début, je m'en branle. Depuis que je me mets à voter, je me branle du vote utile, je l'ignore. Pour moi, c'est un vote futile. À quoi ça sert d'avaler toujours plus de couleuvres si c'est au final pour se retrouver avec un candidat qui va trahir d'une manière ou d'une autre? Voilà, le coup de ouais, faut voter utile, etc. Ça se fait qu'on se retrouve avec toujours les mêmes au pouvoir, toujours les mêmes trahisons, etc. venant de mous ou d'opportunistes, etc. Donc c'est pour ça que je refuse le vote utile. Donc Roussel, Poutou, Artaud. Les électeurs Hidalgo, alors... Les électeurs Hidalgo, c'est... Allait-il voter pour Mélenchon? Je pense pas trop, parce que c'est pas mal de mous, de modérés, c'est de la gauche molle. Le PS, c'est les résidus de la gauche caviar. Donc ceux qui votent Hidalgo, c'est pas forcément des électeurs Mélenchon. Quant à ceux qui votent Jadot, alors Jadot, il y a 4,63%, en dessous du seuil des 5%, donc beaucoup moins de remboursement. Mais le fait qu'il ait quand même presque 5%, ça veut dire que ceux qui votent Jadot, il y a quand même un certain nombre de gens qui réfèrent... Il y a quand même un certain nombre de gens qui préfèrent une liste de couleur verte, j'ai bien dit de couleur, je parle pas du programme. Beaucoup de gens qui préfèrent une liste de couleur verte à Mélenchon, donc
il y a, à mon avis, des divergences d'électorat. L'électorat Jadot, c'est plus de modérés, de bobos qui se préoccupent avant tout d'écologie, alors que l'électorat de Mélenchon, c'est pas forcément le même. L'électorat de Mélenchon, alors au niveau des classes sociales, c'est assez interclasse, plus préoccupé de redistribution, de réformes sociales, etc. C'est pas exactement les mêmes priorités, c'est pas la même ligne politique, donc l'électorat Jadot, il y en a une partie qui est quand même à partie voter Mélenchon, mais t'en as quand même beaucoup qui sont restés, donc signe qu'il y a une divergence de ligne politique, et que et que Mélenchon il pouvait pas nécessairement piocher là-dedans en conservant sa ligne actuelle. Aussi éventuellement la personnalité de Mélenchon qui peut aussi horripiler chez ces derniers. Alors parce que du côté de LV, j'ai remarqué du côté de LV, on n'aime pas les figures qui sont trop fortes. C'est aussi ce que dirait Titimite, paraît-il, de la chaîne d'Esprit Critique. Du côté de LV, on n'aime pas trop les têtes qui dépassent trop, donc ça doit beaucoup horripiler, je pense, l'électorat ELV, la figure de Mélenchon. Pour ça qu'ils n'ont pas voté pour lui. Mais Luche, alors ouais, ça... Son score, je pensais pas aussi élevé. Alors t'en as tout de suite qui vont dire, c'est bien la preuve que les changements de ligne, c'était la bonne chose à faire, le score est plus élevé qu'avant. Sauf que cela, au minimum c'est faux, au maximum c'est malhonnête. Le vote Mélenchon de 2022 diffère du vote Mélenchon de 2017. Le vote 2017, c'était avant tout un vote d'adhésion. 83% de vote d'adhésion en 2017. La grande majorité des électeurs Mélenchon de 2017, ils adhéraient à la ligne politique de l'époque. C'était le plus fort taux d'adhésion à cette époque. Aujourd'hui, le taux d'adhésion, c'est seulement 49%. Et 50% de vote stratégique. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont voté Mélenchon cette année par défaut, par stratégie. Beaucoup de gens qui sont résolus à voter Mélenchon, limite à contre-cœur. Et c'est pour ça qu'il a fait un score aussi important. Ça peut expliquer d'ailleurs les fluctuations de score. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient décidés seulement à dernière minute et que Mélenchon ait beaucoup monté seulement sur la fin, c'est parce que c'était beaucoup de gens qui n'adhéraient pas à la ligne, mais qui sont résolus en dernière minute, sous pression du vote utile, du phénomène social de vote utile, à voter pour lui. Soit au départ, ils comptaient voter pour quelqu'un d'autre, ou alors, dans une bonne partie des cas, je pense, qui comptaient s'abstenir et qui finalement ont voté Méluche. Je pense que la forte hausse du vote Mélenchon, c'est lié à la baisse de l'abstention. Si l'abstention a été 3-4 points plus basse que prévu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui, à mon avis, se sont résolus à la dernière minute à voter Mélenchon. À mon avis, c'est ça. Moi, je l'ai pas fait parce que le phénomène de vote utile, ça me passe par-dessus. Hein. Franchement, la pression, j'y ai pas cédé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Il y a des divergences quant à la ligne politique, quant à la personnalité de Mélenchon, ou quant au fonctionnement interne du parti éventuellement, qui ont pu rebuter et pousser des électeurs à ne pas voter pour lui. Il faut pas juste accuser les électeurs, il y a aussi certaines raisons. Ce qui peut aussi rebuter du côté de la France Insoumise, c'est que oui, c'est un mouvement... quoique non, je vais pas tout de suite parler de ça, je vais en parler plus tard. Oui, c'est un peu décousu, mais c'est pas une vidéo très préparée, hein, je suis désolé, c'est parce que j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Bon, électorat Mélenchon. NPA et lutte ouvrière, eux, ils sont en fond de classement, mais ils ont l'habitude, ils sont pas là pour ça. C'est des candidatures qui sont là pour porter une ligne politique qui se servent de l'élection comme d'une tribune. Ils viennent pas faire un score, encore moins être élus. Donc bon, ils s'en fichent un peu. Ils ont prévu les budgets en conséquence et on verra que concernant les budgets, tout le monde n'a pas fait autant attention.
Voilà. Le PCF et le PS qui font des petits scores, mais bon, dans le cas du PS, c'est mérité. Le PS, c'est un parti qui a trahi à de multiples reprises. Ils ont trahi sous Mitterrand avec le tournant de la rigueur et avec la farce pseudo-antiraciste et pseudo-antifasciste pour essayer de détourner des reniements sur la lutte socio-économique. Ben oui, l'antifascisme et l'antiracisme des années 80, soutenu par le PS, l'antiracisme, l'antifascisme officiel de gouvernement, c'était une farce. Contre l'extrême droite, Le Pen, etc. Oui, mais ça servait surtout à détourner l'attention des reniements du PS de l'époque. Hein. Le FN n'avait jamais été un parti véritablement fasciste. Ça a été une organisation d'extrême droite, d'une certaine manière xénophobe, mais dès le début, elle n'était pas fasciste. Quand elle a été conçue, certes, c'était une émanation d'ordre nouveau, mais un parti qui était déjà distinct, avec une ligne politique, un programme, des personnes distinctes d'ordre nouveau. Et ça s'est bien vu par le fait que lorsqu'ordre nouveau a été interdit, suite aux échauffourées avec la LCR, le FN en a profité pour prendre son autonomie. Seulement quelques mois après son apparition. Il a pris son autonomie, ensuite il y a eu des années de lutte interne avec... il y a eu des années de lutte, on va dire, interne à l'extrême droite, avec le Parti des Forces Nouvelles, donc formation qui a succédé à Ordre Nouveau, puis cette dernière a disparu et c'est le FN qui a survécu. Bref, dès le début, ce n'était pas un parti véritablement fasciste. Il y avait des éléments fascistes dedans, mais ces derniers n'ont fait que décroître en influence, mais ça n'a jamais été une organisation fasciste en tant que telle. Pas exagéré. Bon, il y a eu la farce du PS sur les années 80. Années 90, il y a eu la gauche plurielle qui a trahi avec des privatisations. Énormément de privatisations. Attendez. Je vais regarder ça. Je vais regarder les privatisations en France. Là, je regarde vite fait sur Internet. Je vais vous dire ce qui a été privatisé sous le gouvernement Jospin. Les privatisations en France, voilà, je suis sur l'article Wikipédia. Sous le coup... Déjà sous... il y avait déjà eu des privatisations sous le gouvernement Chirac sous Mitterrand, donc c'était suite au tournant de la rigueur. Il y a eu pas mal de privatisations. Sous Rocard, il y en a vu un peu à nouveau. Alors privatisation partielle ou entière, ça peut être ça peut être des cessions provisoires au privé, des ouvertures de capitaux, des ouvertures à concurrence, etc. Sous Chirac, ils avaient privatisé Matra, Suez, la Société Générale, TF1, etc. Ils avaient privatisé pas mal de trucs. Un peu sous Rocard, un petit peu sous Cresson. Pas mal de privatisations sous Balladur. Des privatisations sous Juppé. Et alors sous Jospin. Ouverture du capital d'Air France. Ouverture du capital des autoroutes du sud de la France. Privatisation du Crédit Lyonnais. Privatisation de France Télécom, les gens. France Télécom, ouverture du capital. France Télécom, c'est dingue. Eramet, Gann, Thomson, alors bon, ça je connais pas trop, le CIC, CNP, Aérospatial, ouverture du capital. Ils ont fait beaucoup de trucs, si j'ose pas. Et après, on s'étonne que Jean-Marie Le Pen ait été au second tour, mais... Je viens de voir, là, un petit graphique. Cession d'actifs et privatisation, en termes de nombre, le record, c'est sous le gouvernement Jospin. Devant le gouvernement Villepin, c'est dingue. Oui, le parti soi-disant socialiste qui a le record en termes de nombre de sections d'actifs et de privatisation. Ça, c'était fin 90, début 2000. Ensuite, sous Hollande, 6, pacte de responsabilité, choc de compétitivité et compagnie, surtout la loi travail.
La loi travail, c'était la trahison de trop. Ça a été le PS qui détricote ouvertement des conquis sociaux auxquels les formations qui l'ont précédé ont contribué. C'était dingue. C'était une catastrophe. Là, il se retrouve au fond du trou et c'est mérité. Le PS se retrouve au fond du trou, c'est mérité. C'est la vieille gauche caviar vendue au capital dont quasiment plus personne ne veut à part quelques bobos isolés. Ou je vois pas qui pourrait en vouloir encore, ou des personnes âgées qui, par habitude, continuent à voter PS. Je vois pas trop, mais le PS, c'est une catastrophe. Ils sont au fond du trou. Tant mieux qu'ils disparaissent, qu'ils finissent comme le parti radical. C'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. C'est un cri du cœur. Le PCF. Bon, alors le PCF, il y avait Roussel qui tentait d'utiliser un imaginaire un petit peu beauf pour réorienter vers un programme social-démocrate radical, qui essayait de reprendre certains termes extrême droite, etc., qui essayait de reprendre des termes associés à l'extrême droite, mais vers un programme plus social-démocrate. Bon, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que forte pression du vote utile, plus le fait que Mélenchon, c'est une figure de tribun, ça avantage beaucoup dans le cadre d'une élection très personnelle comme celle de la Ve République française, comme celle de la présidence plutôt de la Ve République française. Bref. Ça, forcément, ça a desservi le PCF. Ensuite, il y avait le discours affiché durant la campagne, mais ensuite il y a la réalité. La réalité, c'est que l'appareil du PCF a beaucoup de liens avec l'appareil du PCF. Enfin, je suis bête. Oui, des liens avec lui-même, lol. La réalité, c'est que l'appareil du PCF a toujours beaucoup de liens avec l'appareil du PS. Donc, le PS, la gauche bourgeoise, caviar. Le fait que alors quand je dis le PCF a beaucoup de liens avec l'appareil du PS, c'est que surtout au niveau des élections un peu locales et surtout intermédiaires, départementales, régionales, etc., beaucoup de coalitions où ils se répartissent les postes. C'est surtout comme ça qu'ils maintiennent des postes d'élus. C'est avec des coalitions, beaucoup au niveau intermédiaire. Et c'est comme ça qu'ils se maintiennent en fait au niveau intermédiaire. Essentiellement avec des coalitions, mais sinon, voilà, outre les liens avec l'appareil du PS, il y a aussi la démocratie interne. Alors bon, c'est mieux qu'à la France insoumise, on va y revenir, mais il y a c'est plus un parti stalinien stricto sensu, mais il y a toujours un lointain héritage de l'époque stalinienne, hein. Bureaucratisme, opportunisme, etc. Il y a toujours de ça. Et le symbole de tout ça, c'est Roussel qui fait Castor. Il fait Castor comme Jadot, comme Hidalgo, c'est la honte, quoi. Bon, c'est pas très étonnant, hein. Si on sait un petit peu ce qui s'y passe, mais le fait qu'il fasse Castor, alors pour ceux qui ont voté pour lui, ça doit être une forte déception. Ceux qui ont voté Roussel, il y en a beaucoup qui doivent être déçus, je pense, de ça. Je sais que camarade Charles, je sais pas si vous connaissez sur Twitter, lui, il est déçu. Il regrette un peu d'avoir voté Roussel parce que Zernia a fait barrage comme un Castor, juste après. Bon, je me suis pas fait avoir. Même si le programme de Roussel était un peu intéressant, bah moi je suis communiste révolutionnaire, donc j'ai voté Artaud. Du coup, j'ai pas été déçu. Et oui, parce que Nathalie Arthaud, alors, elle a dit clairement qu'elle comptait voter blanc, je crois, ni Macron ni Le Pen. On va y revenir. Bref. J'ai parlé de ce qui se passe à gauche. Jean Lassalle. Le score de Lassalle, ça doit être le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit des gens qui sont déçus de la politique usuelle ou des abstentionnistes
qui votent pour un candidat en fait très différent. L'électorat Lassalle, à mon avis, c'est des abstentionnistes qui ne se mettent à voter que parce qu'il est là, quoi. Que parce qu'il y a Lassalle. Alors oui, qui fait assez différent. Lassalle, c'est un petit peu le candidat de la province contre les bourges parisiens, quoi. Parce qu'il vient de la province et surtout parce qu'il a un accent. Il a un accent. Lassalle, il a fait un score, il a fait plus de 10% en Corse. Lassalle, il a fait plus de 10% en Corse, les gens. Je sais plus si c'est en Corse du Nord ou Corse du Sud, mais en Corse, il a fait beaucoup. Pourquoi ? Parce que avec son accent, avec sa gouaille très provinciale, je sais pas quel accent, je sais pas de quel pays c'est, mais enfin de quel pays, de quelle région plutôt. Je sais pas quel accent c'est, mais ça fait très provincial et du coup il y a beaucoup de gens de province, notamment en Corse, qui se reconnaissent un peu en lui et qui préfèrent voter pour lui contre tous ces bobos parisiens, bobos de droite, bobos de gauche qui se préoccupent avant tout du centre de la métropole, de l'Île-de-France, bref. Il doit y avoir un peu de ça, je pense, dans le vote Lassalle, abstentionniste de province. À droite. Marine Le Pen, alors. Et au second tour, c'est pas une grande surprise. Elle a bénéficié aussi du phénomène de vote utile, mais on peut là aussi noter que Zemmour a conservé un certain score. Zemmour a quand même fait 7,07%, donc il a dépassé le seuil de remboursement. C'est bien signe qu'il y a des divergences de lignes. Zemmour est plus radical sur le plan identitaire, avec ses petites sorties, n'hésite pas à faire un peu de la polémique. Là où Le Pen, elle veut jouer raisonnable, etc. Donc plus radical sur le plan identitaire, et aussi Zemmour est nettement plus néolibéral. Moi, j'avais pensé que Marine Le Pen prendrait une orientation sarkozyste. Je pensais que le RN deviendrait un parti sarkozyste à l'époque des régionales. Je le disais, je sais pas si vous vous souvenez, je disais ouais, le RN c'est un parti sarkozyste. Sauf que avec Zemmour, le sarko-maigretiste, bah du coup c'est pas le cas. Ils ont infléchi la campagne sur un vernis plus socialisant, un peu plus social-étatiste. Le RN a infléchi le discours sur un angle plus social-étatiste, par opposition à Zemmour, le sarko-maigretiste. Du coup, voilà. C'est pas tout à fait déroulé comme prévu. La ligne néo-sarkozyste s'est retrouvée chez Zemmour mélangée au maigretisme. Ah oui, quand je parle de sarko-maigretisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Le maigretisme, c'est la ligne union des droites avec le pôle identitaire dominant. Et la ligne Sarko, bah, c'est pour les petites phrases, la polémique, ne pas hésiter à jouer dans la provoque, etc. C'est pour certains éléments de discours. Même si toutefois Zemmour le fait avec son propre style. Voilà. Donc, cette différence de score, malgré la pression du vote utile, c'est quand même signe d'une divergence de ligne. Ceux qui votent Zemmour sont partisans d'un néolibéralisme assez fort, ou tout du moins n'ont aucun problème, s'accommodent très bien d'un néolibéralisme affirmé, et sont plus radicaux sur le versant identitaire. On va dire ça. Dupont-Aignan, pris entre ces deux feux, bah, il avait du mal à exister. Hein. Dupont-Aignan qui, on va dire, garde des accents un petit peu plus gaullistes dans son programme, parce que je crois que c'était un mec qui avait quitté l'UMP après le traité de Lisbonne. Il garde des accents un petit peu plus gaullistes, même s'il y avait des trucs que je trouvais critiquables. Hein. Bon, je vais pas revenir en détail là-dessus, parce que là c'est un débriefing. Mais pris un peu entre ces deux feux, il avait du mal à exister. Il y fait que 2,06. C'est dommage. Alors que il avait fait 4,7% en 2017. Et en 2017, ces 4,7%, ça avait beaucoup contribué au fait que les Républicains avaient été boutés hors du second tour. La présence de Dupont-Aignan, je pense que ça les avait torpillés à cette époque.
Mais bon, là, son rôle ne va pas être décisif. En revanche, la grosse surprise, les gens, c'est le score de Pécresse. 4,78%, les gens. Les Républicains, 4,78%. Non seulement ils sont boutés hors du second tour, mais en plus, ils ont même pas le seuil de remboursement. On les annonçait au plus bas avec 8-9%, et bien finalement, ils font moins de 5%. Comment ça se fait? L'électorat LR, depuis de nombreuses années, c'était devenu un électorat de vieux, de retraités. Fillon faisait un score écrasant chez les retraités, plus de 40%, et c'était comme ça qu'il avait fait 20%. Mais sinon, chez les autres, il faisait moins de 10. LR, c'est devenu un parti... l'électorat, c'est devenu un parti de vieux. Quand on est vieux, alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas lié à l'âge en tant que tel, c'est aussi lié à c'est aussi lié à l'époque, au contexte social de l'époque. Les vieux d'aujourd'hui, quand ils étaient jeunes, c'était surtout RPR, UDF, PS. Du coup, ceux qui votaient RPR puis UDF puis UMP, par habitude, ils continuent à voter pour la formation politique qui leur a succédé. Comme ils ont pris l'habitude durant tout l'âge adulte de voter pour ces formations politiques diverses formations politiques de droite, ils continuent à voter pour eux-mêmes. Habitude de la jeunesse. L'âge, du coup, ça peut induire une certaine tendance au conservatisme, mais pas forcément. C'est un phénomène dialectique. Là, alors, l'âge, c'est le vote de l'habitude. Et LR, c'est aussi, on va dire, l'incarnation du conservatisme. LR, c'est, comme l'UMP, c'était un parti conservateur, libéral conservateur plus précisément, donc qui incarne le vote de l'habitude, de la tradition, de l'inertie, de la réactance. Donc le vote LR, donc c'était un vote conservateur. Et le vote conservateur, contrairement au vote Mélenchon, je vais y revenir, c'est un vote qui a une forte inertie. C'est ce qui peut expliquer c'est ce qui peut expliquer le fait que LR a mis du temps à subir le quinquennat Sarkozy. Ils n'avaient pas immédiatement dégringolé. Sarkozy était quand même au second tour en 2012. En 2017, LR a quand même fait 20%, et c'est seulement maintenant qu'il s'effondre. Parce que le vote conservateur a une forte inertie. Du coup, ça met du temps à se ressentir. Là où, à contrario, le vote de Mélenchon, c'est un vote avec beaucoup de jeunes qui sont politisés sur le tard, et beaucoup un vote de stratégie, donc qui se décide aussi sur le tard. Donc c'est un vote très volatile. D'où des variations de score brutales. LR est à l'opposé de ça, mais dites donc, ils se sont fait vampiriser. Et par qui? Eh bien par Macron. Macron, comment il a fait pour maintenir son score, pour rester en tête, malgré le scandale McKinsey, qui s'est annoncé là. Le scandale McKinsey, ça aurait pu le plomber, comme l'affaire de l'emploi fictif et des costumes avait plombé Fillon. Macron aurait pu être plombé par ça. Mais pourquoi il ne l'a pas été? Parce que Macron, il avait beaucoup de marge. Macron, sa ligne politique, au cours du quinquennat, il s'est infléchi à droite. Il a joué sur un vernis un peu libéral-libertaire en 2017, mais au pouvoir, il s'est nettement affirmé comme néolibéral autoritaire, qui vire à droite, comme un centriste qui vire à droite. La ligne socio-économique, c'était une ligne bien à droite, hein. Et sur un plan sociétal, il a complètement reviré de ligne. Le mec qui prônait une laïcité ouverte, limite à l'anglo-saxonne en 2018, c'est un mec ensuite qui s'est limite rallié à la ligne du printemps républicain. De manière très opportuniste, hein, aucune conviction profonde là-dedans. C'est juste de l'opportunisme par opposition au RN. Et au fait que la principale opposition se situe à droite. C'est tout. Mais ça a fait, malgré tout, que beaucoup d'électeurs qui votaient LR se sont résolus finalement à voter Macron. Notamment beaucoup de personnes âgées. Tous les vieux là qui votaient LR, et ben finalement ils ont voté Macron. Macron qui a joué sur la guerre en Ukraine, sur une position un peu surplombante, etc.
et sur son quinquennat plus à droite, il a joué sur ça pour rallier les électeurs LR. Son gouvernement, il a beaucoup pioché chez LR, d'abord chez les plus centristes, donc les jupéistes, et ensuite chez des anciens fillonistes, des anciens sarkozystes. Il y a des doutes même sur est-ce que Sarko en personne ne le soutiendrait pas, bref, on sait pas trop. Castex est un ancien sarkozyste, je crois. Bref, il se met à piocher d'abord les plus centristes, puis de plus en plus à droite, chez LR, et il se met à piocher la ligne politique, et fort logiquement, ensuite, c'est les électeurs qui vont suivre. Et c'est ce qui est arrivé au moment de l'élection. Si Macron a pu maintenir un score relativement important, c'est parce qu'il a pu compenser les déceptions, ceux qui étaient choqués par le scandale McKinsey, en piochant, en vampirisant l'électorat LR. C'est comme ça qu'il s'est maintenu. Le résultat de Macron, c'est un peu en trompe-l'œil. Macron fait plus qu'au premier tour 2017, certes, mais ça veut pas dire que c'est un plébiscite. Non. Parce que le score qu'il avait fait en 2017, 24% et quelques, ça s'est fait malgré les 20% des Républicains, dont il allait reprendre une bonne partie de la ligne politique. Là, le score qu'il fait, c'est en étant renforcé d'une bonne partie de l'électorat LR. Il y a, je crois, environ un tiers des électeurs LR de 2017 qui ont voté Macron. Donc il y a environ 7%. Il y a environ 7% de tout le corps électoral, donc environ un tiers des 20% qui se sont ralliés à Macron. Sans ces 7% de renfort, il aurait fait moins. Car quand on remarque l'électorat LR, il se tourne davantage vers Macron que vers Pécresse. Enfin, à peu près égalité entre les deux, mais Macron, il pioche beaucoup. Pécresse qui retient assez peu l'électorat de Fillon, Macron lui en pique beaucoup. Zemmour a plus de mal et il y en a assez peu qui sont allés au RN en revanche. Zemmour il a du mal à faire son union des droites parce que l'électorat LR, c'est un électorat qui reste, on va dire, relativement entre guillemets modéré sur les questions, sur toutes les questions identitaires et compagnie. Donc ils sont un peu choqués par un Zemmour qui est trop radical à leurs yeux. Mais ça va poser beaucoup de problèmes. Parce que là, Pécresse, elle est en train de chouiner parce que ouais, je suis endetté personnellement à plus de 5 millions d'euros. Ah ouais, dis donc, ceux qui parlent de lutter contre l'assistanat et compagnie, la gestion de l'argent, c'est pas trop leur fort, on dirait. Poutou, qui d'ailleurs s'est bien foutu de sa gueule en lui proposant tiens, si tu veux, je peux te refiler ma 308. Poutou qui s'est bien moqué d'elle. Alors oui, tous ceux lutter contre l'assistanat, tous les politiques qui parlent de lutter contre l'assistanat, ils sont nombreux à côté à faire n'importe quoi avec l'argent. Quelle blague. Bon, faut dire que là, ils ont été pris un peu au dépourvu, mais ils auraient dû prévoir un plan B. Ils auraient dû prévoir le fait que leur électorat est relativement proche de l'électorat de Macron. Il y a d'ailleurs un hebdomadaire, donc il y a un numéro de l'hebdomadaire Le Point qui titrait le combat pour la France modérée, avec en une la tête de Macron et la tête de Pécresse. Donc Pécresse leur a dû prévoir qu'elle était en concurrence avec Macron, qu'elle risquait de se faire vampiriser ses électeurs au dernier moment. C'est ce qui s'est produit. Là, ils sont dans la merde. Il y en a des petits plaisantins qui envoient des chèques de 0 €. Bon, c'est un phénomène assez restreint. Le tweet qui disait que c'était massif, ça c'est un faux tweet. Très drôle au demeurant. Mais bon. Ce qui se passe, c'est que à gauche, il y a une recomposition. Le PS a disparu, quasiment. Le PS a quasiment disparu, il va finir comme le Parti radical. Le PCF est marginal. La France insoumise est la première force de gauche. Puis il y a ELV un peu à côté. Recomposition à gauche, recomposition à droite, avec LR qui plonge. Et alors, ce que je disais sur l'inertie du vote conservateur, si le vote conservateur a beaucoup d'inertie, donc ils mettent du temps à chuter, mais une fois qu'ils sont au fond du trou, ils auront du mal à remonter, logiquement. Si les électeurs LR se tournent vers Macron, ils vont logiquement y rester. LR
En fait, pourquoi ils se font vampiriser? Parce que eux, même s'ils ont été défaits, ils n'arrêtent pas de rester sur leur ligne. Ouais, union de la droite et du centre. Sauf que l'union de la droite et du centre, c'est qui? Bah c'est En Marche, c'est Macron. C'est ce qu'ils ont fait au pouvoir. Partant de certains électeurs centristes et centre-gauche qu'ils avaient rameutés au PS, ils ont ensuite piqué beaucoup de gens au centre-droit, puis ensuite, tandis que certains du centre-gauche se sont barrés, déçus des revirements d'En Marche, tandis que ça s'est produit, ils ont piqué beaucoup de gens plus à droite, ils ont piqué beaucoup de cadres de LR, anciens sarkozystes et fillonistes, ce qui fait que finalement, l'union de la droite et du centre, ben c'est En Marche. Du coup, c'est logique que l'électorat LR, finalement, il se retourne vers En Marche. En Marche est en train de remplacer LR. Le nouveau... la position qu'occupait LR, désormais, se met à être occupée par En Marche en ce moment. Comment ça se fait que Macron arrive à le faire? C'est aussi parce que Macron, c'est un petit peu un cynique, c'est un manipulateur qui endort son auditoire avec ses discours lénifiants, avec sa pensée contradictoire. Son air poupin, gendre idéal et compagnie, ça attire beaucoup l'électorat LR, à mon avis. Avec beaucoup de retraités. Le fait qu'il fasse gendre idéal, ça joue pour beaucoup dans le ralliement de l'électorat LR retraité. À vie, ça joue pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Pécresse, il la sentait pas trop. Pécresse qui, oui, à l'oral, c'est pas du tout son fort, elle peine à fédérer. Du coup, voilà. Macron, c'est pas une victoire sur tous les fronts. Le premier tour, ce n'est pas une victoire absolue pour Macron. Il n'a pas gagné à plate clôture. Non. Macron, il a compensé les pertes en vampirisant un électorat perméable. Sauf que là, maintenant que LR s'effondre comme peau de chagrin, il pourra plus piquer grand monde. Du coup, il va arriver un moment où il va plus pouvoir retenir le flot de déçus. Alors, piquer chez Poutou et Artaud, non, pas du tout. Hidalgo, alors, à peine. Dupont-Aignan, je pense pas. Macron, c'est un fédéraliste européen. Roussel et Mélenchon, peu probable. Lassalle, non, pas tellement, pas chez un électorat plutôt abstentionniste. Chez Jadot, bon, il y a pas mal de bobos, mais Macron, avec ses revirements sur l'écologie, et là, le truc, ouais, on prend Jadot, ouais, finalement, on laisse tomber, etc. Enfin, ouais, on prend Hulot, plutôt. Non, c'était Hulot qu'ils avaient pris, et puis finalement, non, ça s'est pas passé comme prévu, etc. Ça, ouais, il va avoir du mal à piocher là-dedans. Piocher, c'est chez Zemmour, alors pas trop, hein. Zemmour, c'est un électorat qui est néolibéral, mais qui est d'abord identitaire. Donc, et les revirements de ligne de Macron, je pense qu'ils vont pas trop se faire avoir, donc pas grand monde à piocher. Alors, l'électorat RN comme l'électorat Mélenchon, c'est le gros de l'électorat protestataire, donc Macron, en fait, il a plus trop de marge. Macron, il se retrouve En Marche, il se retrouve isolé politiquement. Alors que En Marche avait pu s'appuyer sur l'électorat LR pour compenser le flot de déçus, là, il va plus pouvoir le faire. Or, le quinquennat qui s'annonce, si Macron est élu, ça va être explosif. Donc, ça risque d'être difficile. Puis bon, quand je fais le parallèle avec LR, en 2012, au second tour de 2012, 70% des suffrages exprimés des retraités, c'était pour Sarkozy. Déjà, l'électorat UMP en 2012, c'était un électorat plutôt âgé. Et là, c'est le cas de l'électorat Macron. La sociologie en termes de tranche d'âge de l'électorat Macron, au premier tour 2022, est semblable à celle du second tour 2012 pour Sarkozy. Donc, si En Marche prend la place de l'UMP, est-ce qu'il ne risque pas de connaître le même sort, c'est-à-dire de devenir un parti avant tout de vieux, puis de s'effondrer? En termes de sociologie ou en termes de ligne politique, le fait qu'ils prennent la place. Voilà. Est-ce qu'il risque pas de devenir pareil?
En fait, si on regarde le paysage politique, moi, ça me fait un petit peu penser aux années 80. La France insoumise, qui part sur un programme de gauche assez radical, mais à mon avis prêt à trahir une fois au pouvoir, parce que Mélenchon, je lui fais pas du tout confiance. Ma personne est sacrée, la République c'est moi. Au pouvoir, il risque de trahir, comme l'a fait Mitterrand. Bah, la France insoumise, ça me fait un peu penser au PS, quoi. Mis à part que la France insoumise, c'est un mouvement nettement plus personnel. Avant tout centré sur la personne de Mélenchon. Il n'y a pas beaucoup de démocratie interne, hein. En témoignent les quelques purges qu'il y avait eu suite à l'élection de 2017 avec les souverainistes qui ont été virés. Souverainiste et laïcard fiers de l'être, j'en suis un, qui a été viré. Allez, pas franchement de démocratie et puis très personnel. Si Mélenchon part, qu'est-ce qui va rester de la France insoumise? Ah bah ça va être très dur. L'électorat abstentionniste, s'il arrivait à mobiliser en dernière minute, bah il risque de plus pouvoir le faire. Voilà. Le RN d'aujourd'hui, ça me fait un petit peu penser au RPR des années 80. RPR qui avait tenu un discours assez socialisant durant les années 70, l'appel de Cochin, de Chirac, social-démocratie à la française, la troisième voie en France, etc., avec des accents très gaullistes social, qui finalement, gaullisme social qui se dissout finalement dans le néolibéralisme. Le RN est en train de faire un peu pareil, par rapport, alors oui, les années 2010 du RN, un petit peu comme les années 70 du RPR, avec des accents souverainistes et socialisants qui finalement se dissolvent. Il y a une ressemblance avec le RPR, hein. Oui, mais le RN, il y a les liens avec des groupuscules d'extrême droite, bah ça, je veux dire, ça peut faire penser aux liens du RPR de l'époque avec des barbouzes, hein. Je veux dire, pour moi, il y a une ressemblance entre le RN d'aujourd'hui et le RPR des années 80. Même si c'est pas non plus 100% pareil. Pour moi, il y a une ressemblance. Enfin, En Marche, pour moi, ça me fait penser à l'UDF. Il y avait Giscard qui avait déjà joué sur le côté beau jeune dynamique, qui était, je crois, l'un des plus jeunes présidents à cette époque. Qui était relativement jeune, je crois qu'il avait 40 ans et quelques. Macron au pouvoir, première fois c'était 39 ans, là 44. Donc, pour moi, la République En Marche, c'est un petit peu une réminiscence de l'UDF sur certains points. Et c'est logique avec le fait que Bayrou, dont la formation, le MoDem, avait des liens avec l'UDF, a des liens de parenté avec l'UDF. Le ralliement de Bayrou, en 2017, c'est un signe de cette proximité. Du coup, bon. Pour moi, il y a un petit peu un retour à cette époque-là sur la ligne politique, avec toutefois des différences. La sociologie électorale. En Marche, c'est un électorat plutôt urbain, plutôt riche, cadre, dirigeant d'entreprise, compagnie, plutôt comme ça. La France insoumise, c'est un électorat assez interclasse, plutôt pauvre, plutôt locataire et urbain, beaucoup en Île-de-France. L'électorat Le Pen, c'est un électorat très populaire, employé ouvrier, pauvre, un peu plus de locataire et rural. Alors oui, en fait, le prolétariat en France, il y a une division, grosso merdo, entre l'abstention, le vote Mélenchon, dans les villes et les quartiers, et le vote Le Pen dans les campagnes. Division aussi entre blanc et non blanc. Je pense que du côté non blanc, dans les quartiers avec beaucoup de personnes plus ou moins directement originaires de l'immigration, beaucoup d'abstention, beaucoup de vote Mélenchon. Dans les campagnes profondes, beaucoup de vote Le Pen.
Je pense que c'est plutôt ça, la sociologie électorale. Bon, alors je passe en revue les différentes formations politiques. Ah, les appels au second tour. Je n'ai pas de regret d'avoir voté lutte ouvrière malgré mes divergences de ligne politique parce que pour le second tour, ils ont dit que Nathalie Arthaud dit qu'elle votera blanc. Je suis complètement d'accord. Il n'y a pas à choisir entre Macron et Le Pen. Ils l'ont pas choisi. Ils avaient déjà refusé le barrage en 2002. Refuser le barrage en 2002, fallait le faire à cette époque. Ils l'avaient refusé. Et là, ils le refusent encore et c'est ce qu'il faut faire. Le NPA, eux, il dit, bon, un petit peu plus ambigu, bien qu'on donne comme consigne aucune voix pour Le Pen, on veut pas non plus soutenir Macron. Un peu plus ambigu, mais on est plutôt sur du nini quand même. Hidalgo, bon, la vieille gauche caviar, les vieux résidus de gauche caviar qui n'ont pas été absorbés par En Marche, qui appellent à voter Macron, c'est pas une surprise. Dupont-Aignan qui appelle à voter Marine Le Pen. Alors c'est logique, il faut se rappeler que ils avaient conclu un pacte durant l'entre-deux tours 2017, Dupont-Aignan qui serait Premier ministre si Marine Le Pen était élu. Il y avait eu un accord à cette époque, parce que Dupont-Aignan, avec ses 4,7%, il n'était pas négligeable. Il avait réussi avec ses 4,7%, à mon avis, à mettre en échec LR. Fabien Roussel, alors grosse déception. À quoi ça servait son discours de campagne là? C'est pour appeler à faire barrage comme un castor. Bon, voilà, les prolos ils croient plus dans le PCF, c'est pour ça qu'ils sont très peu nombreux à voter pour lui. Et le fait que Roussel fasse le castor, eh bien, c'est bien la preuve qu'ils ont raison de ne plus y croire. Le PCF est en train de finir sclérosé dans ses liens avec la gauche bourgeoise du PS et toujours ces vieilles logiques bureaucratiques molles d'appareils de parti qui se conservent toujours. Il va disparaître. Pour moi, le PCF est perdu. Il y a beaucoup de militants qui sont barrés du PCF en disant ouais c'est perdu, on en a marre, c'est fini. Il y a des gens qui continuent à le faire et c'est logique. La seule qui a pas donné de consigne, c'est logique. Jadot, fort de son électorat bobo qui appelle à voter Macron, c'est pas une surprise. Pécresse qui appelle à voter Macron, elle s'est fait vampiriser son électorat par ce dernier, elle appelle à voter Macron. C'est bien signe de la porosité entre les deux. En Marche est en train de bouffer LR, ils sont en train de devenir un peu comme eux, c'est très logique. Mélenchon, alors Mélenchon, il a pas appelé à voter Macron, mais il a dit pas une seule voix pour Madame Le Pen. Il a répété 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ouais, alors il dit, il a appelé à ne pas voter Le Pen. Il a pas appelé à voter Macron, il a appelé à ne pas voter Le Pen, mais il a pas appelé à ne pas voter Macron, quoi. Ni ouvertement au vote blanc ou à l'abstention. C'est ambigu, quoi. Voilà ce que j'aime pas avec Mélenchon, c'est que assez souvent, ces derniers temps, il sort des lignes, c'est de l'ambiguïté. Ces dernières années, il a sorti beaucoup de trucs qui relèvent de l'ambiguïté. Il dit pas complètement un truc, mais c'est pas comme s'il l'avait pas dit du tout, quoi. Plan A, plan B, c'était ambigu. La participation à la manif contre l'islamophobie, c'était ambigu. Ce truc-là, c'est ambigu. Ouais, toutes les religions sont d'accord pour dire que cette loi les menace à propos de la loi contre les séparatismes. Alors la loi contre les séparatismes, le danger, c'est que ça risquerait aussi d'être utilisé par les gouvernements bourgeois contre tout séparatisme de classe manifesté par le prolétariat. J'ai peur que ça soit détourné dans ce but-là, donc contre le mouvement social, pour réprimer le mouvement social. C'est surtout de ça dont j'avais peur avec cette loi et que ça ouvre une boîte de Pandore liberticide. Mais je veux dire, l'argument ouais, les religions se sentent menacées, je veux dire, il y a mieux, quoi. Oui, on s'en fout, hein. On s'en fout que les superstitions, etc. Et d'ailleurs, c'est pas les superstitions elles-mêmes qui se sentent menacées, ce sont pas des personnes. C'est qui se sent menacé derrière là?
les organisations religieuses, des clergés. On n'est pas censé défendre ça à gauche, quoi. Voilà. Et Mélenchon qui finalement, le plan B, il a abandonné, plan A prime, faire une Tsipras, hein, c'est bon. Ce type, j'y fais plus confiance. Et Zemmour qui a appelé à voter Rassemblement National. Il y avait eu des conflits pourtant entre les deux au cours des derniers mois. Nicolas B qui avait été accusé d'espionnage pour compte de Reconquête, puis qui a rejoint Reconquête. Les deux qui se tiraient dans les pattes. Et Mélenchon qui commençait à monter petit à petit. Et finalement, le phénomène de vote utile en faveur du Rassemblement National qui libère la route. Il y avait eu des conflits entre les deux. Mais Zemmour appelle quand même à voter Le Pen. Bon, c'est un peu logique parce qu'ils ont quand même certaines proximités sur les thématiques sociétales identitaires. Du coup, c'est logique qu'il appelle à voter Le Pen. Il le disait, je ne me trompe pas d'adversaire. Ah bah oui, et c'est logique aussi, parce que si Zemmour veut se prétendre dissident anti-système, en vérité il l'est pas, hein, il est complètement vendu au capital, mais s'il veut que ça tienne en vitrine, en façade, du point de vue politicien, électoral, il faut pas qu'il soutienne Macron. Sinon c'est mort. Bon. Moi je vais voter blanc, hein. Le Pen au pouvoir, elle va faire, dans la continuité de Macron, soit être trahi sur l'immigration et la sécurité comme l'a fait Sarkozy, soit ça va être un marché de dupes, ouais, on accepte de réduire l'immigration, mais il va falloir se serrer la ceinture, accepter de démanteler le droit du travail, etc. Si la réduction de l'immigration sous les RN, on risque de se retrouver contraint à accepter d'être aussi corvéable que les immigrés que les immigrés d'avant, quoi. Ah, vous voulez qu'il y ait plus de vous voulez qu'il y ait plus de travailleurs détachés polonais, ah bah va falloir être aussi corvéable que des Polonais. Voilà. Ça serait ça si Le Pen était au pouvoir, hein. Elle risque surtout de trahir sur le plan socio-économique. Je pense pas que ça serait le fascisme stricto sensu, mais ça serait du bon gros néolibéralisme autoritaire comme on s'en est payé sous Macron. Voilà. Les prolos qui votent RN, je les comprends un peu, mais les gars, vous allez vous faire trahir, vous allez vous faire enculer une fois de plus. Vous allez être encore une fois de plus bien déçus, quoi. Bon. Le second tour, qui va être élu? Macron ou Le Pen? Il y a beaucoup d'opposition contre Macron, mais le phénomène de barrage à la haine, il tient encore un peu, hein. Si Macron est élu, casse sociale, plus de travail, recours à des RSAistes pour accroître encore la concurrence à embauche, la pression à la baisse sur salaire, conditions de travail et compagnie. Toujours plus d'européisme. Toujours plus de privatisation, d'ouverture à la concurrence, bref, ça va être de la casse sociale. Du coup, le quinquennat va être explosif. Il y aura de fortes luttes. L'opposition à Macron va encore monter, mais après, ça pourrait être le RN qui tirerait parti de l'opposition pour en profiter. Et trahirait. Si Marine Le Pen l'emporte, il va y avoir beaucoup de tensions, fascisme, etc. Le capital va prendre peur, il va éventuellement y avoir une chute sur les marchés boursiers, ce qui pourrait faire éclater une crise économique. La crise latente, partiellement mise au congélateur avec toutes les politiques non conventionnelles pendant la pandémie du Covid. La crise donc, qui était en partie mise au congélateur qui pourrait brutalement éclater à ce moment-là, avec un effondrement des marchés boursiers. Marine Le Pen qui risque de trahir et se rallier au consensus néolibéral à la suite du macronisme pour mieux rassurer les marchés, donc trahir son électorat. Son électorat va, à mon avis, finir trahi.
Sa base électorale va s'effondrer et le RN risque de s'effondrer par la même occasion, risque d'entrer en grande crise. Mais après, on a peur que ça risque d'être Macron qui tire les marrons du feu, ou tout du moins celui qui succède, tirant parti d'une forte abstention, d'une forte déception. Bref. Ouais, parce que si Le Pen est élu et trahi, ça risque d'être l'abstention qui en profite, et Macron qui pourra en profiter, quoi, sur long terme. Si c'est Macron qui passe, ça pourrait être le RN, bref. Faut pas trop s'intéresser, on va dire, à l'aspect électoral, qui est élu, etc. Faut plutôt s'intéresser aux luttes qui vont suivre. Quelle que soit l'issue, il va y avoir des luttes. Et ce que je pense, c'est que l'abstention va être record. Je pense qu'on va battre le record du second tour 69, où il n'y avait pas eu de candidat de gauche. Je pense que là, on va battre le record, parce que, contrairement à 2002, le Front républicain, il s'est essoufflé, nettement. Il va y avoir une forte abstention, je pense. Je pense qu'on va dépasser largement les 30%. Je pense que ça va être un record. Là, il y a environ la moitié des électeurs, la France insoumise, qui vont s'abstenir. Rien qu'avec ça, on atteint les 35%. Et avoir une énorme abstention. Donc je pense que... Voilà. Ça sera un signe. Bon. Le prochain rendez-vous de grande ampleur, le prochain rendez-vous, on va dire, avec l'histoire des luttes, ça sera le prochain mouvement social qui s'inspirera peut-être un peu des Gilets jaunes, mais avec des changements, des différences. Les Gilets jaunes, c'est un petit peu une jacquerie des temps modernes, quoi. C'était pas un mouvement révolutionnaire, ça restait revendicatif, mais ça servira, à mon avis, de prélude à des mouvements plus massifs, plus organisés, mais qui garderont peut-être l'aspect un petit peu campagnard, provincial, décentralisé des débuts. Donc ça sera le prochain rendez-vous avec l'histoire des luttes. En attendant le prochain grand rendez-vous avec l'histoire, bon, qui risque de mettre plusieurs décennies à arriver. Bon, c'était le débriefing de l'élection. Plus d'1 heure. Ça va être tout. Bon, eh bien, à plus les gens. Plus. La prochaine fois, bon, il y aura un débriefing du second tour. Il y a une vidéo sur la situation, là, entre la Russie et l'Ukraine que je vais préparer. Je la prépare doucement, cette vidéo, mais à un moment, elle va sortir et je vais parler de tout ça rapidement aussi. À plus. Bon, juste une petite chose. Ah oui, j'avais oublié d'éclaircir un sujet. Il y en a plein là sur Twitter qui, à propos du score de Mélenchon, disaient ouais, vous avez vu les sociaux-chauvins, les rouges-bruns, on vous avait dit que que les changements de ligne c'était la bonne chose à faire. Le score de Mélenchon, c'est bien la preuve que les changements de ligne c'était ce qu'il fallait faire. Il a la bonne ligne, vous voyez. Ça c'est malhonnête, hein. Il n'y a pas que le score qui compte, il y a aussi le taux d'adhésion. Mélenchon, alors 19,6 ou c'était un truc genre 19,6% ou 19,2. En 2017, c'était entre 19 et 20%, avec 83% de vote d'adhésion. C'était le taux d'adhésion le plus élevé. Là, cette année, ah bah, t'as 21% 95, oui, c'est un peu plus, mais avec seulement 49% de taux d'adhésion. 50% des électeurs Mélenchon ont voté de manière stratégique. C'est-à-dire, on votait en tenant davantage compte de la stratégie que de l'adhésion au programme. C'est-à-dire que pour 50% des électeurs Mélenchon, le vote était plus une affaire de stratégie que d'adhésion. Donc, c'est-à-dire, ils adhéraient pas forcément à la ligne, mais ont quand même voté pour lui. Donc, ça, c'est pas forcément bon signe. Et puis, il y en a qui disent, ouais, Mélenchon, il a fait un bon score malgré les sociaux-chauvins, Alors, il y a plein de ces soi-disant sociaux-chauvins, appellation qui est d'ailleurs largement détournée de son usage originel. Et ces soi-disant sociaux-chauvins, soi-disant rouge-brun, ils ont été nombreux à voter Mélenchon malgré tout, parce qu'ils voulaient pas d'un second tour Macron-Le Pen. Bon, malheureusement, ça a pas marché, mais c'était surtout pour pas avoir encore un Macron-Le Pen.
Mais sinon, ils adhéraient pas vraiment à la ligne, ils ont pas cautionné certains revirements, etc. C'était juste une affaire de vote utile. Et s'ils voient qu'ensuite on continue à leur cracher dessus, à leur reprocher la défaite, alors qu'il y en a plusieurs qui ont voté pour lui. Les scores de Mélenchon, c'est aussi grâce à eux, hein, les soi-disant sociaux chauvins, rouge-brun, gauche-blanche, et mon cul sur la commode. Ils étaient nombreux à malgré tout voter Mélenchon. Moi, c'était pas mon cas, hein, j'ai voté Artaud. Hein. Parce que bon, le vote utile, à mes yeux, c'est un vote futile. Voilà, je viens de le dire. Mais voilà, c'est une récupération malhonnête. Si on regardait que le taux d'adhésion, le pourcentage d'électeurs qui ont voté par adhésion pour Mélenchon est nettement inférieur cette année par rapport à il y a 5 ans. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, Mélenchon réussit à mobiliser grâce au phénomène de vote utile, grâce à sa personnalité de tribun. Sauf que s'il n'y a pas Mélenchon, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer aux législatives et lors des élections suivantes, lorsque ce sera pas Mélenchon lui-même qui va faire campagne ? Ah bah le score risque de s'effondrer. Et quand il va prendre sa retraite, quand il va s'écarter pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Bah il va s'effondrer. Le score va à nouveau s'effondrer. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a plus Mélenchon pour faire illusion, avec la figure de tribun et compagnie, il y a une bonne partie de l'électorat qui s'était mobilisé en dernière minute là cette année, qui va plus se mobiliser. Et là, ça va faire différence énorme. Faut arrêter de se voiler la face là de ce côté. Bon, et revenons un petit peu sur le castorisme de Roussel, c'est dingue quoi. Le PCF, en fait, depuis plusieurs années, il appelait à une candidature communiste, unitaire, indépendante, etc., etc. Mais à quoi ça sert de revendiquer l'indépendance du PCF si c'est pour ensuite appeler à voter Macron ? Hein ? Oui, nous on veut être indépendant de la France insoumise, alors je sais pas exactement les raisons, il y a eu des dissensions internes, je sais pas de quel côté ça a commencé, mais bon, toujours est-il qu'ils ont voulu une candidature autonome, mais à quoi ça sert de faire une candidature autonome si c'est pour en refusant le vote utile au premier tour, si c'est pour ensuite appeler à voter Macron au second, c'est-à-dire refuser un vote utile déjà questionnable au premier tour, mais à appeler en même temps à un vote utile social traître au second. Oui, je reformule. Le PCF a refusé un vote utile questionnable au premier tour, mais juste après, appelle à un vote utile social traître pour le second. Le vote utile Mélenchon, moi déjà, c'était hors de question. J'avais trop de choses à redire, mais appeler à voter Macron, après, c'est de payer son quinquennat quand on se revendique du PCF. La stratégie, en plus d'être une honte, elle est incohérente. Merde. Bon, je reviens pas sur ce que je viens de dire sur le PCF, hein, c'est juste un court addendum pour dire ce que j'avais oublié de dire. Je vérifie sur mon petit papier. Ouais, c'est bon. Bon, là pour le coup c'est bon, juste un petit addendum de 5 minutes. Bon, allez, j'en dis pas plus. Au revoir.